Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie découverte de Pillards de la mer du Nord, le jeu de Shem Phillips édité chez Pixie Game, dans sa version 2024. C'est un jeu qui est sorti depuis longtemps, je n'ai plus la date en tête, mais qui a été réédité cette année et qui trouve comme argument commercial qu'il a un matériel particulièrement soigné, ce qu'on va vérifier dans notre vidéo. À côté de la boîte de Pillards de mer du Nord, j'ai posé la boîte de Pillards de City pour montrer la différence de taille entre les deux boîtes. Désormais, les jeux de Shem Phillips sont contenus dans les grandes boîtes au format standard qui rentrent dans les étagères, voilà, plutôt que ces petites boîtes dans lesquelles on peinait à ranger le matériel. Donc on va voir si vraiment c'était nécessaire, si le matériel rentre, etc. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux temps. D'abord une mise en place et puis ensuite une partie. Alors, je ne sais pas si je ferai une partie complète dans cet épisode ou si je proposerai deux épisodes pour couvrir toute la durée de la partie. On verra en fonction du déroulement. Quoi qu'il en soit, je mènerai la partie à son terme. Et bien, sans plus attendre, on va se lancer dans la mise en place. Voilà. J'ai volontairement retiré la boîte de Pillards de City simplement parce que Pillards de la mer du Nord propose un grand plateau qui se déplie verticalement, comme Pillards de City. On va commencer par ça. Alors la mise en place est vraiment easy, on va le voir. Pas un jeu compliqué, c'est même un jeu qui n'est pas du niveau initié, encore moins expert. C'est un jeu familial, je trouve. J'ai fait quelques tours de test, parce que je ne connaissais pas le jeu avant aujourd'hui. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très facile. Je vais quand même suivre la mise en place du livret pour éviter de commettre certaines bévues dont je suis coutumier tout de même. Donc voilà, je vais essayer d'être rigoureux pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au début? Mélanger les cartes. Placer le plateau du jeu au centre de l'aire de jeu, c'est fait. Mélanger les cartes villageois pour former une pile à portée de tous les joueurs. Alors, les cartes villageois, alors oui, je n'ai pas parlé du thermoformage. C'est un thermoformage qu'on trouve maintenant assez régulièrement dans les boîtes, notamment là pour toute la série des Tigres du Sud, tous les jeux du Tigre du Sud, et puis dans les big box, entre guillemets, des royaumes de l'Ouest, on avait aussi le même genre de rangement, qui était assez bien fichu pour le royaume de l'Ouest, c'est bien aussi pour les Tigres du Sud, par contre là c'est assez bizarre parce que le plateau ne peut pas s'enfoncer, le plateau central. Donc je pense que ce rangement prend sa pleine dimension quand on complète le matériel avec les extensions. Ah, j'en sais rien, j'ai pas les extensions, on verra ça le jour où je les récupérerai. Quoi qu'il en soit, pour la mise en place, on poursuit. Donc je vais sortir les cartes. Alors il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, énormément. Et en particulier, alors ça ce sont les cartes bateau, on va y revenir. Les cartes villageois, il y en a énormément. Par contre, ne nous y trompons pas, il y a des cartes identiques. Elles sont à peu près toutes en 4 exemplaires. Donc voilà, il faut bien les mélanger quand on joue la première fois. Donc voilà, ça va être la pioche, le deck villageois. Je vais mettre là pour l'instant. Après, j'écarterai la boîte. Ensuite, mélanger les tuiles offrandes. Alors les tuiles offrandes, c'est un petit peu comme dans Pillards de City avec les quêtes. Ce sont des tuiles qui vont nous permettre de marquer des points de victoire pour lesquels il faudra s'acquitter d'un coup en ressources. Alors on doit les mélanger. Alors là, ce sont des tuiles offrandes au Jarl. Voilà. Il y en a beaucoup moins que dans Pillards de City, parce qu'il n'y en a que 16 dans ce jeu. Donc pareil, on fait une pioche. Ici. Ensuite, placer tous les cubes Valkyrie et butin, or, fer et bétail, dans le sac noir. Alors oui, il y a un petit sac noir dans le jeu, voilà, qui permet de mélanger toutes les ressources et les Valkyries. Alors je vous montre rapidement. Donc les ressources en gris, c'est du fer, en jaune de l'or, ici du bétail, et puis en noir, ce sont des petites têtes de mort qui représentent les Valkyries. On verra de quoi il s'agit. Voilà, ça représente des têtes de mort. Ok, donc on mélange tout dans le sac. Et ensuite, on va disposer ces ressources sur le plateau, à la manière de ce qu'on a fait pour Pillards de City.
sur les emplacements, sur les carrés, enfin les figures transparentes, ce ne sont pas vraiment des carrés, en fonction du nombre indiqué dans le carré vert, enfin dans le cube vert. Là, par exemple, il en faut 3, ici 4, ici 4. Donc on pioche et on dispose ça directement. Voilà, donc là j'ai mis une Valkyrie, un bœuf, une Valkyrie, un bœuf encore, c'est involontaire, un d'or. Alors on voit que ce sont des emplacements forteresses à cet endroit. Là-haut j'ai encore des emplacements forteresses, ici j'ai des emplacements type monastère. Je vais faire cela du coup, la 2, 3 ressources. Ici j'ai des emplacements type port. Donc les conditions d'accès sont différentes en fait, en fonction du type d'emplacement qu'on vise, on verra ça. Un petit peu à la manière de City où il fallait adapter son expédition et ses moyens en fonction de la région que l'on voulait atteindre. Et bien là, ce ne sont pas des régions, ce sont des types de lieux. Donc il y a les avant-postes aussi, voilà, qui sont encore différents. Donc ce que je vais faire là, j'ai mis des ressources sur les premiers emplacements. Je vais terminer ça en dehors de la caméra pour gagner du temps. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la mise en place. Voilà, toutes les zones sont garnies en ressources. Il reste quelques éléments de butin dans le sac. En fait, on les sort du butin, du sac de butin, et on les pose dans la réserve générale. C'est ce qui est indiqué dans la règle. Voilà. Donc là, j'ai mis avec un nombre indifférencié d'or, de valkyrie, de bœufs et de métaux, mais voilà, c'est hasardeux. Ensuite, on peut ranger le sachet, il va nous servir à rien pendant la partie. On continue la mise en place. Après avoir installé toutes les ressources, on va poser des ouvriers qu'on va aller chercher dans la boîte. Alors, il y en a beaucoup. Il y a 3 couleurs d'ouvriers. Les blancs. Là, j'ai pas le gris. Voilà. Il y a des gris et des noirs. Les noirs vont servir dans le village, notre village ici, qui va nous permettre de faire des actions, alors que les gris et les blancs vont être répartis sur les zones où on va effectuer des raids, en fait, comme dans Pillard de City où on allait en expédition. Là, ce sont des raids pour aller capturer à la fois des lieux, des ressources, des trésors, etc. Et donc, on met en place les ouvriers noirs sur les emplacements où on trouve des icônes de cartes ici, donc sur la grande porte, sur la demeure du Jarl, ainsi que, il m'en faut un autre, sur la salle des trésors, du trésor. Voilà. Sur les autres emplacements au village, il n'y a pas d'ouvriers pour l'instant. Les ouvriers blancs et gris, eux, sont répartis en fonction des icônes. Donc là, j'ai du blanc, je mets un ouvrier blanc. À côté aussi. Voilà. Et puis, je vais faire pareil pour les ouvriers gris. Alors, les ouvriers gris, j'en ai ici. Dans Pierre de City, sont des ouvriers bleus et rouges. D'ailleurs, je trouve que ça se voit un petit peu mieux que dans ce jeu-là. Et je suis surpris que dans la réédition, les coloris n'aient pas été réadaptés pour améliorer la lisibilité du plateau. Enfin bon, c'est comme ça. Alors ce que je vais faire là encore, je vais mettre tous les ouvriers sur tous les emplacements du plateau, hors caméra. Il y a le nombre exact d'ouvriers, il reste simplement à la fin 4 ouvriers noirs, puisque ces ouvriers vont permettre à chaque joueur de démarrer avec un ouvrier noir en main. Donc là, je vais m'en mettre un de côté. Voilà, et puis tout le reste sera installé sur le plateau. Quand on a terminé, on se retrouve avec un plateau bondé de meeples et puis de ressources. Donc c'est assez sympa, on profite bien du matériel. La particularité, c'est que ce matériel sert en multijoueur comme en solo, ce que certains d'entre nous apprécient particulièrement. Il me reste bien 4 meeples noirs, je vais en conserver un. Les autres, je les remets dans la boîte, ils ne vont pas servir. En début de partie, le joueur humain, alors maintenant on va s'occuper des joueurs parce que je crois qu'on a fini l'installation. Ah non, il nous manque quelque chose sur le plateau central. Il nous manque simplement installer 3 tuiles d'offrande.
Et ces tuiles d'offrande vont venir dans ces 3 emplacements-là. Voilà, ce sont des offrandes disponibles au départ. Alors ces offrandes sont le moyen, à l'image des quêtes dans Pillard de City, de remporter des points de victoire à chaque fois qu'on a les bannières jaunes, comme ça ce sont des points de victoire. Et pour remporter ces points de victoire, il faudra non seulement faire une action qui nous permet de récupérer cette tuile, mais également s'acquitter du coup en ressources, donc pièces, or, bétail, là en l'occurrence, ou fer, pour apporter ces offrandes au Yard. Le reste des offrandes sont mis de côté pour l'instant, et on est bon. Cette fois, le plateau central est totalement prêt. On va passer maintenant à la préparation du joueur humain. Donc le joueur humain, hormis ce meeple, il a une carte bateau, c'est-à-dire qu'on choisit, il y a 4 cartes bateau, on choisit la couleur de nos pions. Moi, je vais prendre les jaunes. On pose la carte sur le côté où le 50 n'est pas indiqué. Voilà. On voit que, eh bien, cela va correspondre aux pions jaunes. Aux pions jaunes qui sont des marqueurs de score. Score en armement sur l'échelle rouge, là. Score en Valkyrie sur l'échelle noire. Donc, bien sûr, on voit que ça nous rapportera des points de victoire, y compris pour l'armement. Et puis, sur l'échelle des points de victoire qui courent tout autour du plateau. Le joueur humain démarre en plus avec 2 pièces. Alors les pièces sont en métal, on a une trentaine dans le jeu. C'est super sympa ça, c'est comme dans Pillard de City vraiment, on est sur le même modèle de jeu. Sauf qu'il n'y a pas de plateau joueur, ça je trouve ça un peu regrettable. J'aurais préféré qu'il y ait un plateau joueur, il n'y en a pas. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dés aussi, qu'il faut mettre à portée de main. Et il me manque quelque chose, je crois. Ah oui, chaque joueur humain en début de jeu pioche 5 cartes, en choisit 3 et redéfausse les 2 autres. Là j'en ai 4, 5. Donc voilà, alors les cartes, on retrouve l'organisation des icônes et puis des valeurs et des forces qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de Chem Phillips. Donc là, on a une valeur d'armement, un coût en pièces d'argent. Ici, une action quand on va en expédition, et là une action quand on va à la tente du Jarl. Voilà, tout simplement. Et je crois que la tente du Jarl, ça s'appelle un Scali. Donc après, on choisit ce qu'on veut. Alors moi, là déjà, j'en ai 2 identiques, donc il y en a une que je vais défausser. Et puis après, je vais garder, écraser un ouvrier, échanger un ouvrier d'un adversaire avec un ouvrier du village. Ça, je vais la virer parce que certaines cartes en solo n'ont que peu de valeur. Alors par contre, gagner 2 PV à chaque raid sur un avant-poste, ça c'est bien. Hein. Ça c'est bien, on va le voir. Mais je vais m'en débarrasser pour l'instant. Donc je vais garder ces 3 cartes-là pour le début. Les 2 cartes projetées sont remises sous la pioche villageois. Voilà. Hop. Elle retourne dans le paquet. Donc on a bien nos 3 cartes en main. Ça c'est notre main de carte. Notre bateau, nos pions, nos pièces et notre viking de départ. Pour le jeu solo, il y a du matériel spécifique constitué exclusivement de cartes. Alors cette carte-là, elle nous sert à préciser la mise en place quand on utilise les extensions du jeu que je ne possède pas à l'instant. Ça, il y a 23 cartes pour l'automa. Et en fait, c'est ce qui va nous donner les actions de l'automa à chaque tour. Au début de la partie, on va retirer une carte au hasard de type monastère et une carte au hasard de type, je sais plus si c'est forteresse ou avant-poste. Alors oui, j'ai pas parlé des règles de jeu. Il y a un livret spécifique pour le solo. Et donc dans la mise en place, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mise en place. Retirer au hasard une carte avant-poste et une carte monastère. Ouais, c'est ça. Donc une carte monastère parmi toutes celles-là. Carte avant-poste monastère. Monastère. Avant-poste. Monastère. Port. Avant-poste. Voilà. Il y a 4 cartes de chaque type. Donc là, on va en retirer
une dans ce paquet-là. Hop, que je remets dans la boîte sans la regarder. Je remets ça dans le paquet. Et une dans ce paquet-là, au hasard, pareil. Ce sont mes cartes monastères. Allez, je retire celle-là. Ensuite, je remélange le paquet de l'automa, qui va lui donner son deck d'action, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il a un nom, le paquet de cartes là, mais je m'en souviens plus. En tout cas, c'est la pioche du Viking qui est concurrent au joueur humain. Voilà. Comme pour nous, on va lui donner une carte bateau. On va lui donner celui-là, il est beaucoup plus majestueux. Donc il aura les jetons bleus. Les autres cartes ne seront pas utilisées. Les jetons bleus, eh bien c'est comme pour nous. Ils vont être placés sur le 0 de chaque échelle. Voilà. Il reste une seule chose à faire avant de pouvoir se jeter dans la partie, c'est qu'on doit préparer un jeton supplémentaire pour neutraliser un lieu à chaque tour à partir du moment où le tour de jeu de l'automa débutera. Donc je vais le mettre là pour y penser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien rien. Pour l'automa, il n'y a pas de ni provision, ni ouvrier à lui donner, ni pièces, ni rien du tout. Il va se débrouiller comme ça au début. Ensuite, eh bien, on est totalement prêt. Donc, on va tout de suite démarrer la partie. Alors, à ce jeu, comme souvent dans les jeux de Sean Phillips, eh bien, c'est le joueur humain qui démarre. C'est un jeu tour par tour. Donc, le joueur humain joue, l'automa joue, et ainsi de suite. Et puis, quand l'une des trois conditions de fin de partie est atteinte, eh bien, on compte les points. Alors, les conditions de fin de partie, elles sont... Fin de partie, il existe trois manières de finir la partie. Première, il ne reste plus qu'un lot de butin disponible sur l'ensemble des forteresses. Donc là-haut, il y a trois forteresses, s'il ne reste plus qu'un seul lot. Alors, ce qu'on appelle un lot, c'est quoi? C'est les deux ou c'est un seul? C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul raid possible sur les 6 emplacements forteresses. Ouais, donc c'est ça. Les lots, en fait, c'est chaque case. Okay, ça, c'était la première condition. Deuxième condition, la pioche d'offrande est vide, ici. Troisième condition, il n'y a plus de Valkyrie, donc les jetons noirs en forme de tête de mort, sur le plateau. Alors là, on en a pas mal, il y en a juste que dans les forteresses. Donc à mon avis, c'est pas une condition qu'on va atteindre tout de suite. Lorsque l'une de ces trois conditions est remplie, le joueur actif termine son tour. Chaque joueur joue une dernière fois avant la fin de partie. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne l'introduction, Pillard des mers du Nord se déroule pendant l'âge d'or des Vikings. Les joueurs incarnent des guerriers vikings qui vont chercher à impressionner le Jarl, chef de clan, en menant des raids des plus téméraires. Vous devrez rassembler un équipage et des provisions afin de voyager au-delà des mers pour piller or, fer, bétail, et seules les batailles vous apporteront la gloire. Et même si pour cela il faudra confier son âme aux Valkyries. Alors, rassemblez vos guerriers, voici venue la saison des pillages. Ouais, donc ça c'est de la gloire en fait, c'est pour ça que ça rapporte beaucoup de points de victoire. Donc voilà, un jeu très classique, très semblable à Pillard, mais à mon avis plus simple. On va voir en jouant si c'est effectivement le cas ou s'il y a des subtilités qui nous apparaissent. Eh bien, on démarre la partie, c'est à nous, donc on se retrouve tout de suite pour le premier tour. Alors, à ce jeu, on peut soit préparer un raid, c'est-à-dire qu'on va faire des actions dans notre village de préparation pour collecter des provisions ou constituer un équipage en allant chercher des villageois, les sélectionnant, les recrutant. Ou alors, on peut partir à l'aventure, justement, pour aller piller des lieux. Donc, il y a des lieux de type port, on l'a vu, avant-poste, monastère et forteresse. Bien sûr, à chaque fois qu'on s'éloigne, les pillages sont de plus en plus difficiles, avec des conditions de plus en plus drastiques et de plus en plus compliquées à remplir. Donc nous, on va démarrer tranquille.
pour essayer de récolter déjà pas mal de ressources. Là, il y en a plein. Moi, j'aimerais bien aller là, par exemple, ou là. Enfin, je voudrais aller où il y a le moins de Valkyries possible parce qu'au début de la partie, je n'ai pas forcément intérêt à perdre de l'équipage. Là, par exemple, il n'y a pas de Valkyrie. Et donc, ça me permettrait de récupérer toutes ces ressources-là, notamment de l'or. Alors, pour aller sur sur ce lieu, sur ce port, il me faut, ce sont les conditions à remplir, il me faut au moins 2 membres d'équipage et 2 provisions. Pour aller sur ces lieux, je peux utiliser soit un ouvrier noir, alors ça se voit pas bien du tout, je sais pas pourquoi ces couleurs ont été choisies comme ça, mais elles sont hyper proches. Donc là, à gauche, c'est du noir, à droite, c'est du gris. Bon, ça vraiment, je trouve que je comprends pas. Je comprends pas du tout, c'est visible, et pourquoi avoir fait ça? Il y a sûrement une raison thématique, mais je la connais pas. Quoi qu'il en soit, je peux jouer avec un pion gris ou un pion noir, uniquement sur ces emplacements. Il y a d'autres emplacements où je peux jouer avec du gris et du blanc. Ça, c'est du gris, hein, c'est pas du noir. Le noir est vraiment foncé. Et là-bas, c'est que du blanc. Il y a des endroits, c'est que du gris. Voilà. Dans le village, il y a aussi des conditions pour faire les actions. Là, c'est du gris et du blanc. Là, c'est du gris et du blanc. Là, il n'y a pas de symbole, donc c'est indifférent. Donc, on peut utiliser du noir, du gris ou du blanc. Il n'y a pas de différence. Par contre, sur certains emplacements, s'il n'y a pas de différence, on peut jouer indifféremment à n'importe quelle couleur. Les effets ne sont pas les mêmes. Par exemple, là, au moulin, quand j'utilise un viking noir, ça me rapporte une provision. Du gris, 2 provisions. Du blanc, 2 provisions ou de l'or. Donc, c'est quand même l'objet de choix réfléchi, plus ou moins, que de poser telle ou telle couleur d'ouvrier. Et bien sûr, d'aller chercher telle ou telle couleur d'ouvrier. Bon, c'est le premier tour, donc on démarre. Alors, nous, on n'a pas d'équipage, on n'a pas de provision, donc il n'est pas question de partir en raid. On va plutôt aller chercher ce qu'il nous faut. Alors, pour recruter un équipage, il nous faut des pièces d'argent. Donc, ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est aller chercher des pièces. Pour aller chercher des pièces, eh bien, je peux utiliser un ouvrier noir à l'atelier des orfèvres, ce qui me rapporte 3 pièces. Donc ça, c'est ma première action. À mon tour de jeu, comme dans Pillard de City, je vais poser un ouvrier, faire l'action, et ensuite je vais retirer un ouvrier et faire l'action du lieu où je l'aurais retiré. Donc là, j'ai posé mon ouvrier, j'ai fait l'action de l'atelier des orfèvres, et maintenant je vais retirer un ouvrier et faire l'action du lieu. Je vais retirer un ouvrier de la grande porte pour piocher 2 cartes. Ce qui fait que j'ai un ouvrier noir en main. Donc voilà mes pièces, mon ouvrier et mon bateau. Je peux, par rapport à la grande porte, piocher 2 cartes. Je pioche la bijoutière et le va-t-en-guerre que j'ajoute à ma main. Voilà. Et là, mon tour est fini. Donc on voit que ça ressemble très très fortement à Pillard de City. C'est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a pas de notion de placement pour l'instant. Et en fait, les notions de placement, elles consistent simplement à poser les cartes sur la table pour montrer que notre équipage est constitué des cartes que l'on a devant nous. C'est tout. Mon tour est terminé, donc ma main de cartes, elle reste comme ça. C'est désormais à mon adversaire. Autour de l'automa, on pioche une carte et on exécute les consignes qui sont présentes dessus. Elle essaye toujours d'effectuer un raid au début. Mais pour ça, il y a des conditions comme nous. Donc là, il lui faut 6 en armement, 3 provisions. L'automa n'a rien pour l'instant. Okay, ça lui rapporterait 8, hein, et puis elle viserait un monastère. Donc là, elle ne peut pas. Par contre, à la place, elle va gagner 2 en armement. Donc on déplace son jeton de 2 sur la file d'armement. Ensuite, elle va neutraliser le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement correspond à cette zone, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir recruter pour constituer mon équipage à ce tour. Là, son tour est fini, il me suffit de défausser la carte, et c'est terminé. Donc lui, il a fini, c'est à nous. Donc on voit, super fluide, il n'y a rien de spécial à faire. Alors, nous, on a un ouvrier noir, donc on va pouvoir
effectuer une action dans un lieu qui peut accueillir un ouvrier noir, eh bien, on va poser notre ouvrier au moulin pour récupérer une provision. Voilà. Ensuite, alors on n'a pas le droit de reprendre l'ouvrier qu'on vient de poser. Ça, ce n'est pas possible. On va aller éventuellement dans la demeure du Jarl, ce qui nous permettrait d'effectuer une action en jouant une carte, en défaussant une carte. Donc l'action dans la tente du Jarl correspond à l'icône bleue là avec la flèche. Donc perdez un membre d'équipage pour gagner un butin de la réserve. Non. Et on choisit. Ah tiens, ça c'est une double action quand on y part en raid. Celui-ci, perdez un bétail pour gagner un fer. Non. Et là, prenez jusqu'à 2 provisions un adversaire. Alors pour le moment, il n'a pas de provision, donc je peux pas lui prendre. Et enfin, la bijoutière, perdez 2 pièces d'argent pour gagner un or. Ouais, ça ne nous sert pas à grand chose pour l'instant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre main est limitée à 8 cartes. Là, j'en ai que 7. Donc, est-ce que je vais recruter? Ah bah, je peux pas. Je peux pas parce qu'il n'y a plus d'ouvriers ici, sur la grande porte. Donc, je ne vais pas pouvoir faire cette action-là. Donc là, je ne peux pas recruter. Je ne peux pas faire moulin, atelier des orfèvres. Je peux refaire un atelier des orfèvres éventuellement pour reprendre des pièces. C'est pareil, mon nombre de pièces est limité à 8, mais c'est ce que je vais faire. Je reprends l'ouvrier de cet emplacement et je reprends 3 pièces. Je suis au max là. Voilà. J'ai 3 pièces sonnantes et trébuchantes, ce qui va me permettre de recruter au prochain coup. Ensuite, c'est à lui. Donc il cherche à aller piller un avant-poste, mais il lui faut 3 en armement, il a 2. Et il lui faut 3 provisions, il n'en a pas. Donc à la place, il va aller chercher une tuile d'offrande qu'il met dans sa main. Lui, il les récolte automatiquement. Et il interdit encore l'action du camp d'entraînement. Alors ça m'énerve parce que je peux pas constituer je ne peux pas du tout constituer mon équipage. Alors je trouve ça assez chiant parce que c'est bloquant en fait. Sans équipage, je peux pas partir à l'aventure. Bien, c'est déjà à nous. Alors je suis quasiment... Ah non, j'ai 5 cartes. Je vais en repiocher 2, je pense. Ouais. Je vais venir à la grande porte. Je récupère encore 2 cartes. Alors, on peut avoir 8 cartes maximum, mais à la fin de son tour. Si jamais j'en ai plus, mais que j'en utilise pendant mon tour, c'est pas grave. Alors, j'ai la fourrageuse qui permet de gagner 2 provisions. Ça pourrait être intéressant si je peux aller à la demeure du Jarl. Échanger des cartes de votre main avec un adversaire, ça m'intéresse pas. Non, mais je vais faire ça comme action. Je vais aller à la demeure du Jarl, donc je vais récupérer l'ouvrier. Et je vais jouer la fourrageuse. La 0 en combat, je vois pas pourquoi je l'emmènerais en combat. Je préfère l'utiliser pour ça. Donc là, je défausse. Et je prends 2 provisions. Ça, c'est intéressant. Parce que d'un coup, là, je récupère beaucoup de provisions. Il m'aurait fallu beaucoup plus de temps sinon. Donc on comprend déjà que les cartes ont une grande importance dans la façon dont on va construire nos raids. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit et c'est ce qui apparaît aussi dans Pillard de City. Alors, dans Pillard de City, c'est un peu plus lissé par le nombre d'actions possibles et la complexité du jeu qui est un peu plus importante. Là, je pense que c'est vraiment plus aigu, en fait, comme importance. Voilà, donc là, c'est déjà la fin de notre tour. Que fait notre adversaire? Alors, il essaye d'aller piller un port. Il lui faut 2 en armement, il les a. 3 en provision, il n'a rien. Donc, à la place, il va gagner 1 en armement et 1 provision. Donc, il gagne, quand il atteint 3 en armement, il gagne 2 points de victoire en fin de partie. Hein. Et ensuite, 1 provision. Donc là, il commence à stocker. On lui donne, tout simplement, comme pour nous. Voilà. Fin de son tour. Ah, il bloque la demeure du Jarl cette fois.
Donc ça veut dire qu'il libère le camp d'entraînement. Ce qui va nous arranger, bien sûr, puisque moi, je vais tout de suite, hop, faire cette action pour recruter. Alors, je pense, j'ai vu tout à l'heure, voilà, j'ai un va-t-en-guerre, je l'aime bien celle-là. Alors, ce qu'on va regarder pour constituer notre équipage, c'est voilà, les actions avec ce symbole. Gagner un PV pour chaque raid sur un port. Je vais aller sur un port, donc le va-t-en-guerre va être important, d'autant qu'il m'apporte 3 en capacité militaire. Donc, il me coûte 3 pièces, puisque j'ai été au camp d'entraînement. 3 pièces pour le recruter. Je le remets dans la réserve. Voilà. Et il fait partie désormais de mon équipage. C'est pour ça que je trouve qu'un plateau aurait été souhaitable, en fait, comme sur Pillard de Site. Deuxième action. J'ai combien de cartes en main? Les cartes, c'est important. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais retourner à la grande porte pour reprendre 2 cartes. Hop. Ouais, je reprends 2 cartes. Alors, je récupère la guerrière. Permet de perdre un bétail pour gagner un fer. Non, ça non. Gagner un PV sur chaque raid sur un monastère, c'est trop tôt. Et le gardien, piocher une carte de plus à la grande porte. Ah, quand il fait partie de notre équipage. Sinon, piocher 3 nouvelles cartes quand tu fais une action d'IA. Bon, on verra. Ça va être utile. C'est un piocheur. Donc un piocheur, c'est toujours bien. J'ai 2, 4, 6, 7 cartes. Donc c'est bon. J'ai 5 pièces, 3 provisions. Donc je suis loin du maximum. J'ai fini mon tour. Salut. Alors voilà. Eh bien là, il vise une forteresse avec 7 en armement. Il a 3. Donc il est loin. 4 en provision, il a 1. Donc c'est pas possible. Donc il va faire cette action de préparation. Il gagne 1 en armement et 2 provisions. Et il va bloquer l'atelier des orfèvres. 2 en provision. Donc ça l'amène à 3 en provision. Alors, le matériel est limitatif dans ce jeu. S'il n'y a plus de provisions, on ne peut plus en prendre. S'il n'y a plus de butin, c'est pareil. Plus de pièces, c'est pareil. Voilà, tout est limitatif. C'est déjà à nous. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien faire autre chose, mais pour le moment, j'ai un peu de mal. Alors, j'ai qu'un seul personnage, sinon j'avais suffi. Ah, j'ai trois ressources. Est-ce que je peux partir à l'aventure avec un seul marin? Non, là, il me faut 2 marins, 3, 2. Non, il faut minimum 2 marins partout. Donc, j'ai pas trop le choix que de continuer à me préparer. Je pense que je vais faire une action du Jarl, demeure du Jarl, voilà. Et échanger des cartes de votre main avec un adversaire, non. Perdez 2 pièces d'argent pour gagner un or, ça peut être pas mal. Mais peut-être pas maintenant. Lui, je vais l'embarquer, parce qu'il me permet d'une fois par raid, vous pouvez relancer un dé, ça c'est top. Et là, c'est la même chose. Piocher 3 nouvelles cartes. Ah! J'ai posé mon ouvrier au Jarl, donc je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Et là, je compare avec ce que j'ai, puis je vais être obligé à la fin de mon tour d'en virer. Alors, elle, par exemple, c'est la négociatrice. Faites une offrande avec un butin et une pièce d'argent de moins. Oh, c'est top ça. Échangez des cartes de votre main avec un adversaire, ça c'est moins bien. Payez une provision de moins lors des raids sur les monastères, c'est trop tôt. Et lui, prenez jusqu'à 2 pièces d'argent à un adversaire. Gagnez 2 PV à la fin de la partie. Donc là, je vais recruter en récupérant un viking au camp d'entraînement. Et donc, ouais, je recrutais une guerrière à ce moment-là. Gagner 1 PV sur chaque raid du monastère. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais prendre le bagarreur qui me permet de relancer un dé. Donc je paye 2 pièces. Il m'apporte 2 en force militaire. Hop, il vient dans mon équipage. Mais voilà, j'ai une capacité de relance d'un dé, ça c'est top. Et il me reste 3, 6, 8
carte en main. Très bien. C'est à lui. Il va essayer de partir en raid sur un port. Il va choisir le secteur qui est au nord-ouest. On voit là, les 3 secteurs sont localisés. Et dans l'ordre, il va viser le premier emplacement à gauche. Il lui faut 2 en force militaire, 2 en provision. Il a 4 en militaire, 3 en provision, donc c'est bon. Donc il fait cette action, il dépense les 2 provisions. Quand il fait une attaque de raid, eh bien, on va simplement, alors, il doit avoir le niveau d'armement, il doit avoir les provisions, les butins sont disponibles, on va déplacer les provisions, ça c'est fait, déplacer son marqueur de score du nombre de points. Donc là, il a visé ici, donc ça lui rapporte 1 point. 1 point sur, ça c'est moi, 1 point sur l'échelle des points de victoire. Et il défausse le premier lot à gauche. Donc il prend tout ce butin-là. Parmi ce butin, il y a une Valkyrie, donc il avance de 1 sur l'échelle des Valkyries. C'est de la gloire pure. Et ensuite, il défausse toutes les ressources dans la réserve principale. Voilà. Il bloque l'armerie. Oublié. Elle est où? Là. L'armerie, c'est là. Ouais. Donc lui, il a initié son premier raid. Ce qui lui permet... Ah, ben non, je me suis trompé. Non, 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 non. Non, il marque pas 1 point, mais 5 points. 5 points, c'est pas la même. Bloom. Ah oui, lui, il marque fort. Très, très fort. Là, on est en mode normal. Donc, il marque 5 points. Oui, je me suis trompé. Ok, voilà. C'est à nous. Il va falloir qu'on optimise. Alors, nous, ça va pas être la même chose. On va essayer aussi de partir en raid parce qu'on a 2 personnages et 3 provisions. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Là, on peut partir avec 2 provisions, 2 personnages. Là, une provision, 3 personnages, c'est mort. Là, 3 provisions, 2 personnages, on peut. Ouais, donc moi, j'aurais aimé aller là, mais c'est mort. Et est-ce qu'on peut aller plus loin? Là-bas, c'est 3 provisions, 3 personnages, 1 or. 3 provisions, 3 personnages. 4 provisions, 3 personnages et il faut lancer les dés. C'est bien ça. Ici, c'est bien parce que c'est que des ressources, il n'y a pas de Valkyrie. Il faut savoir que quand on récupère un Valkyrie en tant que joueur humain, on est obligé de sacrifier un membre d'équipage qui reste, en fait, qui décède au combat. Donc là, je vais éviter parce que j'ai que 2 persos pour le moment. Donc je vais viser ce lieu. Donc il me faut 2 provisions, 2 membres d'équipage. 2 membres d'équipage et je dépense 2 provisions. Il n'y a pas de condition particulière, je dois juste jouer un de mes ouvriers, ce qui me permet de récupérer l'ouvrier de la zone et également tous les butins présents et de marquer un point de victoire. C'est pas grand chose, un point de victoire. Maintenant, les butins, nous on les garde et ça revient. Alors on peut les dépenser ou les garder et les butins rapportent des points de victoire en fin de partie. Désormais, j'ai un ouvrier gris. Ça, c'est intéressant parce que je vais pouvoir effectuer d'autres actions, notamment aller chercher ici une tuile offrande. Je crois que je dois remplacer la tuile offrande qui a été piochée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, je vais aller chercher celle-là, hein, direct. C'est la fin de mon tour, parce que quand on fait un raid, en fait, on pose et on récupère un ouvrier sur un seul endroit. C'est revient au même. Oui, alors sur certains raids, je devrais lancer les dés. Là, j'avais pas besoin, il n'y avait pas de condition d'armement sur le port. Mais là, dans ces cas-là, je vais devoir lancer les dés. On verra à ce moment-là quelles sont les conditions exactes. C'est à lui. Il essaye d'attaquer une forteresse, il lui faut 7 en puissance militaire, il a 4, donc c'est mort. Hein. Donc il va récupérer une tuile. Ah bah il prend celle-là, donc il prend 5 points de victoire en fin de partie. Voilà. Et il bloque le moulin. Le moulin ici. Ok. Ouais, ça me saoule, parce que j'ai plus qu'une seule provision. C'est à mon tour. Alors qu'est-ce que je peux faire? Moi j'ai un ouvrier gris.
Donc là, je pioche et je remplace la tuile, ainsi de 2 cette fois. Moi, je vais aller prendre celle du milieu, là. Donc je viens ici et je récupère la tuile de 4. J'ai le droit... Ah ben non, il faut que je paye. Non, non, je peux pas. Sauf sauf si je peux payer de l'or à la place des bœufs. Est-ce que j'ai le droit? Ouais, non. Je ne peux pas échanger d'or contre les vaches. Non, c'est une condition impérative. Donc j'ai pas moyen. Alors comment je vais faire? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux convertir quelque chose en vache? Non. Donc je ne vais pas pouvoir récupérer cette tuile. Il faudrait que j'ai de l'argent. Alors par contre, j'ai 3 pièces. J'ai une vache et de l'or. Ah, j'ai celle-là sinon. Ouais, donc je peux faire ça. Donc je vais dépenser un or et une vache, enfin un bétail, pour récupérer cette tuile-là. Donc je gagne 3 points de victoire en fin de partie. Voilà, je change la tuile d'offrande. Et je peux faire une autre action à part le moulin. Est-ce que je vais à la salle du trésor? Ah oui, je vais faire ça, salle du trésor. Je vais défausser une carte pour récupérer 2 pièces. La salle du trésor, donc je vais défausser une carte, j'ai dit. Défausser celle-là, là. Ça me plaît pas trop. Je défausse le Raknird. Ah, c'est un héros, d'accord. Moi, je sais pas trop la différence avec les héros, mais bon. Donc, je défausse le Raknird pour effectuer une action. Salle du trésor, j'ai déjà pris. Donc, j'ai défaussé, je prends 2 pièces. Voilà. Voilà pour moi. Bon, j'ai pas augmenté la capacité de mon équipage, mais tant pis. À lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de partir encore en raid, mais cette fois sur un avant-poste. Il lui faut 4 provisions, il n'en a qu'une. Donc, il ne va pas partir. Par contre, il va faire des réserves et augmenter son armement à 5. Il va chercher 2 provisions. Il en a 3 du coup, pour l'instant. Et il va bloquer le moulin. Ah, ça nous arrange encore pas. Ah bah, il était déjà bloqué, donc il me le rebloque encore. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Garder un bétail, gagner un fer. J'ai plus de bétail. Faites une offrande avec un butin de moins. Ah, j'avais pas vu ça. Faites une offrande avec un butin de moins ou une pièce d'argent de moins. Ouh. Un butin de moins, et ben je pourrais prendre celle de cap. Ah bah non. Non, c'est mort. Par contre, là j'ai de l'or. Je pourrais faire celle-là éventuellement. Ah, j'aime bien ça. Donc je vais faire ça. Je vais aller. Ah oui, alors par contre, non, il y a déjà un ouvrier dans la demeure du Jarl, donc il faut que je fasse autre chose. Je vais aller chercher des cartes. Hop. Donc je vais à la grande porte, je prends 2 cartes. Voilà. Et j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Et je vais jouer une carte en allant faire l'action du Jarl. Et donc je vais jouer cette carte. Faites une offrande avec un butin ou une pièce d'argent de moins. Donc je joue la négociatrice. Et je vais récupérer celle-ci en dépensant 2 pièces. Ouais. En dépensant 2 pièces, voilà. Ce qui fait que je garde mon fer. Ouais, c'est pas mal. Et je rejoue. En fait, j'essaye de prendre mon adversaire de vitesse. Je vais beaucoup jouer les tuiles. Voilà, j'ai combien de cartes? 3, 6, 8. C'est bon pour les cartes. À lui. Alors, il essaye d'aller piller un port encore. Il lui faut 2 en armement, il les a. 1 en provision, il a 3. Donc, il va pouvoir faire cette attaque. Il vire sa provision. Il cible les ports centraux, celui de droite en priorité, donc il cible celui-là. Voilà. Il prend tous ses butins, dont 2 Valkyries. 1, 2. Ah oui, alors ce que j'ai oublié, c'est quand il a des Valkyries, il perd de l'armement. Donc 1, 2. Tout à l'heure, j'avais dû oublier de le faire, mais bon, tant pis, comme je ne me souviens plus. C'est cadeau. Et évidemment, tous les Valkyries retournent dans la réserve.
il bloque l'atelier des orfèvres, ce qui fait qu'il libère le moulin. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que je vais retourner là. Alors, est-ce que je vais pouvoir seulement? J'ai plus que 3 pièces. Il a bloqué les moulins. Je pourrais faire une salle du trésor pour récupérer 2 pièces. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer encore avec ça. Salle du trésor. Je vais me débarrasser. Je crois que j'ai une négociatrice encore. Euh... Ah oui, non, je la garde. Échanger vos cartes avec un adversaire. Bah, lui, je peux le virer. Et sinon, payer une provision de moins pour les raids sur les monastères. Ouais. Il n'est pas très cher, cela dit. Ouais, le chef de guerre, là, il me sert à rien pour l'instant. Il a 3, mais bon. Donc, je vire une carte pour gagner 2 pièces. Ben, ça m'évite d'aller à l'atelier des orfèvres. J'ai 5 pièces. Du coup, je vais récupérer. Je vais au Langus, je récupère cet ouvrier et je vais récupérer une tuile. Je vais viser celle-là où il y a les 4 pièces. Alors, elle coûte cher, peu de points de victoire, mais ça me fait toujours 2 points de victoire. Et là, c'est 4. Je fais tourner les tuiles. Ok, 3. Ça marche. Voilà. C'est à lui. Il essaye de faire un raid encore sur un port, mais cette fois à l'est. Il lui faut 2 en armement, il les a. 3 en ressources, enfin en provision, il a que 2. Donc non. Donc il va chercher justement une tuile encore. Donc il prend 3 points de victoire, lui. Boum. Et il me bloque l'armurerie. D'accord, vas-y, bloque l'armurerie. Ça marche. Et voilà pour ce qui me concerne. Ce que je vais faire, je vais encore effectuer du coup 2 tours. Comme ça, je vais préparer un raid et puis je vais en effectuer un au tour suivant. Et je mettrai fin à ce premier épisode, ce qui vous permet de découvrir le jeu, le matériel, la mise en place. Et puis après, si vous souhaitez regarder la fin de la partie, vous l'aurez dans un second épisode. En termes d'action, en tant qu'action plutôt, je vais utiliser mon... ah, j'ai oublié de réalimenter ici. Hop. Je vais utiliser mon bonhomme gris pour faire quoi? Ah. Si je l'utilise à l'atelier des orfèvres, je gagne que 2 pièces. Là, je peux convertir un bœuf en provision. Sauf que j'ai pas de bœuf. Est-ce que je vais au camp d'entraînement? Mais il me faut des pièces. Alors, est-ce que j'ai des gens qui coûtent que 1? Mais non. Ah si, j'ai le cartographe qui me coûte qu'un à embarquer. Ah bah, je vais faire ça. Allez. Camp d'entraînement, je dépense une pièce d'argent et le cartographe vient avec nous. Quand il fait partie de l'équipage, payer 1 or de moins lors des raids dans les forteresses. Ouais, bah c'est pas tout de suite. Hein. Mais ça fait rien, ça me permet après d'accéder à des raids avec 3 membres d'équipage. Il me reste une action, bah, je vais aller au moulin. Oui. Je récupère cet ouvrier et je prends une provision, puisque c'est un ouvrier noir. Une provision, pas une pièce. Voilà. Fin de mon tour. À lui. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye encore, enfin, il veut encore partir attaquer les ports. Il peut, parce qu'il a encore de l'armement. Il a 2 provisions, donc là, il peut complètement faire ça. Donc, il va perdre une provision. Il cible le port du milieu, sur la zone du milieu où il y a des ressources, donc il prend tout. Il gagne une Valkyrie, ce qui lui rapporte encore un point de victoire, mais lui fait perdre 1 au niveau militaire, puisque lui, c'est son sacrifice, et tout le reste est défaussé. Ça lui rapporte 5 points de victoire. Il est en train de me mettre une grosse longueur d'avance. Là, il est à 10, j'ai 1. J'ai intérêt à aller piller. Après, en tuiles, j'ai combien? 3, 6 et 2, 8. Alors, moi, j'ai pas le droit de regarder ce qu'il a, lui. D'ailleurs, elle doit être face cachée. Ouais, j'ai pas le droit. Bon. Donc, son tour est terminé déjà. Et il bloque le moulin. Ah, il bloque le moulin cette fois. Boum. Voilà, le moulin est bloqué.
Allez, je vais me lancer sur le raid, on fera son tour et puis je mettrai fin à la vidéo. Donc j'ai bien 3 membres d'équipage, j'ai 2 provisions. Donc avec ça, je peux aller soit au centre, soit ici, soit... Non, là c'est carrément trop cher. Là, non, j'ai pas assez de provisions, là non plus. Ah, bah par contre là, il y a plein de vaches là. Alors je vais faire ça plutôt. J'ai bien j'ai 3 membres d'équipage et 2 provisions. Donc je pose mon ouvrier ici. Je vise ce port. Donc là, je vais récupérer du bétail et cet ouvrier. Je vais gagner un point de victoire, donc c'est un peu pourri. Je n'ai pas de jet de dés à faire, non, pas particulièrement. Et puis, voilà, c'est tout. Par contre, ici, il n'y a plus de pillage possible. Et moi, l'avantage, c'est que j'ai du bétail. Ça, le bétail, c'est précieux parce que je vais pouvoir récupérer ensuite une offrande de 4 assez facilement. Et ça, c'est très très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Même en plus, avec une négociatrice, je pourrais faire coup sur coup celle-là et celle-là. Donc ce serait assez énorme. Dernier tour pour l'automa sur cet épisode, et puis on va procéder à une petite conclusion intermédiaire. Alors lui, il souhaite repartir en pillage au centre, il peut, il reste un emplacement. C'est celui qu'il cible en plus. Il lui faut 2 en armement, il les a. Et une provision, il l'a aussi. Donc voilà. Et il joue pour 4 points de victoire. Donc il défausse sa dernière provision. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sur cet emplacement. Donc il gagne tout ça. Il gagne tout ça. Il y a une Valkyrie dans l'histoire. Donc il reprend un point de Valkyrie. Et il repère un en armement. La Valkyrie défaussée ainsi que les butins. Et il bloque le Longus. Donc il bloque le Longus ici. Ah oui, d'accord. Donc je vais pas pouvoir aller chercher mes tuiles au prochain coup. Ouais, bah c'est bien joué ça. Et il gagne 4 points de victoire. Donc il arrive à 14. Eh bien, c'est tout. Donc là, comme je le disais, on va arrêter là pour cette vidéo. On reprendra la prochaine fois. Alors, que dire comme ça sur le début de la partie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans une petite conclusion. Alors, petite conclusion rapide, pillard de la mer du Nord, c'est pillard de City en plus simple. C'est hyper fluide, donc c'est hyper agréable à jouer. Ça reste amusant, voilà, j'aime bien parce que l'adversaire, je me suis dit que j'allais assez vite me lasser, mais l'adversaire, il est assez fort. En tout cas, il a l'air assez fort pour l'instant, donc bah, il va falloir s'accrocher, quoi. Peut-être utiliser les cartes un peu différemment, essayer de prévoir des combos entre eux et tout. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, en tout cas, c'est fluide. C'est un jeu qui est très très accessible. Et à mon sens, si on veut présenter des jeux de Chum Phillips pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de la pose d'ouvriers, de la gestion de ressources et en même temps couplé à des mécaniques de gestion de main de cartes, et ben c'est l'idéal parce que c'est hyper facile. Il n'y a que deux étapes à chaque tour de jeu. La mécanique, elle est bien intuitive, bien ergonomique. Et franchement, il est vraiment très chouette. Jusque-là, j'utilisais Architect sans les extensions pour présenter les jeux de Cham Phillips à des joueurs qui ne les connaissaient pas. Mais je pense que désormais, j'utiliserai Pillard des Mers du Nord, parce qu'il est encore plus accessible. Et donc, ça permet encore d'ouvrir le champ des gens avec qui on peut jouer à ce genre de jeu, et puis les amener petit à petit sur de la complexité à travers les royaumes de l'Ouest, dans l'ordre architecte, vicomte. Moi, je trouve vicomte plus facile que paladin en termes d'ergonomie, même si ça se complique vite avec les extensions. Je trouve que paladin est pas simple du tout au niveau des concepts. Je le trouve plus complexe. Donc voilà, je les mettrai dans l'ordre, pour cet ordre-là. Et puis après, la série des Tigres du Sud que je trouve nettement plus relevée encore. Sachant que je possède déjà cartographe, enfin voyageur et puis
Et puis les traducteurs, là, c'est... oui, traducteur, c'est ça? Enfin voilà, les deux premiers. J'attends Inventeur avec impatience pour avoir la trilogie. Et puis bah, j'en ferai une présentation bientôt parce que ce sont des jeux vraiment sympas, quoi. Mais qui sont assez prises de tête finalement. Voilà, mais enfin, quand on a fait deux, trois parties, après c'est bon. On s'y fait et puis on commence à prendre du plaisir au bout de quelques temps, quoi. Et puis j'adore la thématique. Bah voilà, pour une petite conclusion intermédiaire, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!